À la une ce soir, que devient l'or illégal saisi en Guyane? Alors que les prix annuels de la douane avoisinent les 5 kilos par an, une saisie record de 8 kilos vient d'effrayer la chronique. Mais quelle suite sera donnée à cette affaire? Les réponses à venir dans votre journal. Il y a un an, la Guyane entrait de plein pied dans le plus grand mouvement de contestation qu'elle ait connu. Acteur clé du blocage, la société Endel, qui a concouru à maintenir la fusée au sol. Quel bilan dresse-t-elle 12 mois plus tard? Elle se confie. Enfin, nous irons à la rencontre de nos pêcheurs qui se préparent activement à garnir nos bouillons d'awara. Quels seront les poissons d'avril qui feront prénir nos papilles? Ils sont à découvrir dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale que vous pouvez aussi suivre en direct sur Facebook. Je vous en parlais hier soir, une réunion de médiation s'est tenue entre la direction et les grévistes au service technique de la ville de Cayenne. Après plusieurs heures de négociations, aucune solution n'a été trouvée concernant un ultime point de désaccord. Quelles seront les conséquences de ce blocage? Les réponses dans le sujet de Gaël Oassim. Après plus d'une semaine de blocage du service technique de la ville capitale, les grévistes sont passés à l'action. Hier, une rencontre était organisée sur 9 points de revendication, dont 8 auraient été satisfaites. L'un des grévistes nous en explique les raisons. Hier, en gros, ce qui s'est passé, on est tombé plus ou moins d'accord sur tous les points. Les points sur lesquels on n'est pas tombé, c'est toujours la même question qui gêne. L'éloignement du directeur des opérations. Alors aujourd'hui, nous, on se dit toujours, et on ne comprend toujours pas, pourquoi ne pas le déplacer géographiquement? On ne demande pas à lui enlever son poste de directeur des opérations, on ne demande pas à enlever l'ensemble de ses fonctions. On dit tout simplement que pour sa sécurité et pour la sécurité des agents qui travaillent au service technique, il serait préférable de l'éloigner. En marge de notre interview, le personnel non gréviste n'arrive pas à ouvrir le portail d'entrée. Explication. Là, ils disent qu'on a fait entrave à la liberté du travail. Donc le problème, vous voyez toujours le problème de conditions de travail, le portail n'est pas bloqué. Le portail, il n'a rien du tout, c'est un manque d'entretien. Il y a l'ensemble des directeurs des services qui sont là, concernés, ils n'ont même pas de force pour ouvrir leur propre portail pour pouvoir aller travailler. Des conditions de travail inacceptables, dénoncées et montrées à la vue de tous sur un tableau à l'entrée du service technique. Nous avons sélectionné quelques exemples. Ici, on a les véhicules qui n'ont pas d'assurance et ni contrôle technique. Ensuite, ici, c'est le local de la PVRD, où ils entreposent leur outillage de travail. Ici, c'est l'atelier ferronnerie, sol délabré, plein de trous et risque de chute et tout le reste qui s'ensuit. Les sanitaires, regardez, pas de porte, l'urinoir, tout ça, vétuste. Pour le 9e et dernier point de revendication qui reste source de conflit entre les grévistes et la municipalité, cette dernière entend rester sur cette position. Nous avons discuté, nous sommes tombés d'accord sur les 8 points. Puis le dernier point, effectivement, que le point qui bloque, c'est l'éloignement du DO. Non, pour le moment, ce n'est pas envisageable du tout. Donc, on verra ça avec Madame le maire. Pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Après plus de 10 jours de mobilisation, le service technique de la ville de Cayenne reste bloqué par les grévistes. Le 14 mars dernier, la douane saisissait 8 kilos d'or lors de la fouille d'un véhicule sur la route de Regina. Une prise qui représente une partie infime de tout le métal précieux extrait illégalement de nos sous-sols. Mais une fois saisi, que devient cet or qui, je vous le rappelle, vaut 34 000 € le kilo? Quelle retombée pour l'économie locale? Pierre Tréfoux retrace pour vous le parcours de l'or saisi en Guyane. Une saisie impressionnante à Regina le 14 mars dernier dans le milieu de l'orpaillage. 6,5 kg d'or natif sans aucun justificatif ont été retrouvés lors d'un contrôle routier. Les coupables, 3 quadragénaires dont une gérante d'une mine d'or et son mari. Une perquisition a été menée au domicile de la gérante le 16 mars et c'est 1,5 kg d'or supplémentaire qui a été retrouvé, soit 8 kilos en tout pour une valeur marchande de 276 000 €. Une recette que la Guyane ne verra pas. Une problématique soulevée le 11 décembre 2012 à l'Assemblée nationale par le député Gabriel Serville. Il demande à ce que 50% des recettes qui découlent de la saisie d'or en Guyane reviennent en priorité aux communes isolées et enclavées et qui demeurent les plus impactées par l'orpaillage illégal. Les règles d'attribution affectent en fait cet or à la grâce que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux parties civiles lorsqu'elles se font connaître et à la mission interministérielle de lutte contre les stupéfiants.
L'orpaillage clandestin, comme vous l'avez dit, monsieur le député, a des effets dévastateurs sur la santé humaine, sur les écosystèmes forestiers et aquatiques et sur la sécurité, compte tenu des multiples trafics générés par cet orpaillage clandestin, sur les trafics de carburant, d'or, d'alcool, d'armes, de stupéfiants. Des personnes y perdent la vie, des piroguiers, des villageois, des salariés, des gendarmes, des militaires. Il est donc légitime que les territoires qui en subissent les impacts soient accompagnés dans les réparations de ces impacts. J'ai déjà écrit au chef de cour de la cour d'appel de Cayenne pour les inviter à présenter des projets de lutte contre les stupéfiants ainsi qu'aux collectivités pour qu'elles fassent valoir les réparations qu'elles effectuent sur ces écosystèmes. Vous savez que j'ai décidé que l'identification et la saisie des avoirs criminels doivent constituer un axe fort de la politique pénale. Je l'ai rappelé pour Marseille, je l'ai rappelé pour la Corse. Il est essentiel que les territoires qui subissent ces effets dévastateurs puissent être accompagnés dans leur réparation. Le couple arrêté a été placé en détention provisoire. Chaque année, ce sont plus de 5 tonnes d'or illégal qui quittent le territoire, alors que seulement 5 kilos sont saisis. Ouvrons ensemble le dossier du bilan des mouvements sociaux de mars et avril 2017. Un an après, des acteurs et témoins se souviennent. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Assard, employé de la société Endel à Kourou, qui se rappelle à la demande de Gaël Oassim. La fusée décolle, mais la Guyane reste au sol. Ce slogan issu de la mobilisation de mars et avril 2017 n'a jamais été aussi fort que dans les esprits des salariés d'Endel, se joignant au mouvement comme toute la Guyane. Entrés en conflit depuis novembre 2016, c'est en hasard du calendrier que les grévistes se rencontrent. Au départ, nous n'étions pas au courant parce que les Toucon Kourou et EDF Guyane s'étaient montés ensemble de manière à bloquer le lundi matin, dès le lundi matin 20, ici au rond-point Carapa pour l'accès au CSG. Nous avons convenu de nous rassembler à partir du lundi matin pour faire un débrayage sur la matinée pour pouvoir peser sur la NAO. Les salariés d'Endel en grève du 20 au 22 mars, retardant ainsi par cette démarche le calendrier des lancements du centre spatial guyanais. Il n'y a pas eu le transfert qui était prévu ce jour-là puisque les chauffeurs spatiaux sont chez Endel et tout ça s'est mélangé et le destin de la Guyane a été pris dans ce mouvement de solidarité naturelle. Aujourd'hui, un an après, le soufflet est retombé. On a eu un magnifique soufflet, ça a été un truc vraiment superbe, mais aujourd'hui, nous devons constater que c'est retombé. Certes, les esprits se sont apaisés, mais un an après, ils demeurent combatifs. Lorsque j'entends le préfet ce matin annoncer qu'il ne suffit pas de demander de l'argent, 1,86 milliard d'euros, mais il faut savoir le dépenser, je dis que dans la même lignée que le président de la République, lorsqu'il est venu au mois d'octobre dernier, à humilier le Guyanais et surtout les gens du fleuve, le Maroni, en leur disant que vous n'avez pas besoin de la route du fleuve, que vous n'avez pas besoin d'un hôpital, c'est vraiment prendre les gens pour des moins que rien. Les promesses faites ne sont pas tenues et nous avons nos hommes politiques qui sont en première ligne de tout cela parce qu'ils sont les responsables. Mais lorsqu'on n'est pas à sa bonne place, il faut savoir laisser la place. Avec une année de recul, il dresse le bilan. Nous sommes au même point, c'est-à-dire, comme symboliquement ce point a été mis dans ce rond-point, vous voyez, il est fixe là, il ne bouge pas, mais la Guyane ne bouge pas. La Guyane est fixe, la Guyane est ancrée dans son marasme de sous-développement économique, social, culturel et tout ce qui fait qu'un peuple peut être, fier d'être ce peuple-là. Aujourd'hui, nous sommes toujours au même point. Un anniversaire qui pour beaucoup l'ont oublié, mais le combat ne semble pas terminé. Quand on évoque les acteurs clés de ce mouvement, on fait forcément référence aux associations Trop Violence et 500 Frères. Ces militants n'ont pas cessé depuis d'œuvrer contre l'insécurité dans son sens large. Ils donnent rendez-vous à la population le 28 mars prochain. Découvrons ensemble le programme présenté par Olivier Goudet au micro de Gaël Oassim. L'interview que les 500 frères ont eue avec Mayotte, elle est simple, hein. Tout simplement depuis le mouvement de Mayotte, nous sommes en contact avec eux pratiquement tous les 2 jours avec le leader Ouseni Bahachi, donc également avec Aïcha qui réside en métropole, qui ont donc de par notre mouvement de l'année dernière en 2017, donc ils ont pris contact avec nous pour que nous puissions les aider plus ou moins dans leur action qu'ils mènent face au gouvernement
à Mayotte. C'est parfaitement identique. Ce sont les mêmes revendications, les mêmes réclamations. C'est la même injustice que vit Mayotte, que celle que nous vivons ici en Guyane. C'est celle où l'État français, parce qu'il faut bien rappeler que Mayotte est un département, donc à charge pour le gouvernement, à charge pour l'État d'assumer leurs compétences régaliennes, donc assurer la protection des biens et des personnes sur le territoire de Mayotte. Ce que nous avons revendiqué également en Guyane, nous sommes là pour aiguiller, pour informer et mobiliser le plus grand nombre des Mahorais par rapport à ce mouvement. Nous leur avons expliqué que nous avons vécu cette situation, la même, donc il ne faut pas laisser plus ou moins les élus prendre la main. Tous les 2 jours, nous sommes en contact avec eux. Après l'ENA et Cadan la semaine dernière, Gabriel Serville a interpellé aujourd'hui le gouvernement à l'Assemblée nationale sur la mise en place du plan d'urgence suite aux événements de mars et avril. Mais regardez plutôt. En 1960, à Cayenne, le général de Gaulle disait, je cite, « Il est conforme à la nature des choses qu'un pays qui a son caractère aussi particulier que le vôtre Cominext. Restez avec nous à venir dans votre journal. Une exposition au Memorial Act en Guadeloupe qui met en lumière les pièces d'Édouard Glissant. Et puis, retour en Guyane. Le bouillon d'Awara des 1 et 2 avril prochains se prépare déjà au pont du Larivot. Mais avant cela, direction la Martinique, où la réinsertion n'est pas de tout repos pour William, 38 ans. Il y a 6 mois. Cet apprenti en métallurgie est contraint de dormir dans la rue faute de ressources. Un parcours du combattant que nous présente Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Il y a 6 mois, William, sans emploi à l'époque, se sépare de sa compagne et du jour au lendemain se retrouve sans logement. Un temps recueilli par ses proches, il y a 1 mois et demi, il se réfugie ici, dans un appartement désaffecté de la cité Bonaire. Hier après-midi, lorsqu'il rentre de sa formation, voilà ce qu'il découvre. Je vois que la porte est arrachée, qu'elle est mise là sur le côté et que le mur, tout est briqué et qu'il n'y a aucune possibilité pour moi de rentrer. J'ai dormi dans la cage d'escalier de l'immeuble qui abrite la SAS de Bonaire et j'ai l'intention d'y rester jusqu'à ce qu'il trouve une solution pour moi. Plus de toit, ni d'eau courante. Alors qu'il tente de se réinsérer professionnellement, la situation extrêmement précaire de William impacte également la formation de soudeur chalumiste qu'il vient d'entreprendre. J'étais obligé de commencer plus tard ma formation parce qu'il fallait d'abord que je trouve un endroit pour me laver. Et en fait, il fallait que je trouve un endroit pour trouver un vêtement. Ce que je n'ai pas trouvé, ce vêtement-là, je l'ai depuis hier sur moi. Ce qu'il y a de génial avec ma formation, c'est qu'on est nourri. On me donne à manger, donc le matin j'ai un petit déjeuner et à midi il y a une collation, il y a un repas. William touche peu d'aide. Son apprentissage lui rapporte 500 € par mois, trop peu pour pouvoir louer quelque chose. Dans l'impasse, il a demandé à la société gérante de la cité de lui laisser quelques semaines pour trouver une solution, sans succès. Ce qui me révolte, c'est déjà que la SAS ne comprenne pas que je ne suis pas un voyou et que je suis en train de me réinsérer. Avec toutes les preuves que je leur ai fournies de ma bonne volonté, les preuves que je leur ai montrées que j'étais en train de suivre une démarche pour intégrer un logement, ils n'ont fait rien de cela. Et ce qu'ils veulent, c'est faire sortir les gens, ne pas laisser d'autres personnes entrer, afin d'éviter un effet domino. Pour l'heure, William peut compter sur l'aide de son frère pour le dépanner. Dans 3 mois, il aura terminé sa formation et devrait être rapidement embauché dans une société de métallurgie. Il pourra alors tourner la page et prétendre à un logement décent. Ouvrons à présent une page d'éducation avec un chiffre qui fait froid dans le dos. Selon une enquête de l'INSEE datant de 2013, 40% des Guyanais connaîtraient de grandes difficultés de lecture, alors que les colonnes du quotidien Le Monde dévoilent que la moyenne nationale s'élève à 7%. Le dispositif Préfob, outil de lutte contre ce fléau, revient en Guyane avec la mise en place de 9 structures d'accompagnement. Les détails de Claude Plénette au micro de Pierre Tréfou.
ce programme couvre l'ensemble du territoire, de l'est à l'ouest, et aucun territoire ne sera oublié par rapport à ce dispositif. Et pour répondre aux besoins de la population en termes de savoir de base, nous avons mis en place 9 programmes sur l'ensemble du territoire. Donc, et sur ces 9 programmes, nous aurons pratiquement 1600 heures qui seront dispensées dans les centres de formation. C'est un dispositif qui avait déjà été mis en place, effectivement, et donc on s'est inspiré des erreurs du passé pour justement préparer l'avenir. Et donc c'est un dispositif qui, comme je vous l'ai dit, couvre l'ensemble du territoire et un certain nombre de partenaires aussi autour de ce projet. 10 partenaires essentiels, mais sauf que si on prend tous les centres de formation, ça représente à peu près une centaine de partenaires sur le dispositif qui, je vous rappelle, est un dispositif pluriannuel sur 3 ans et qui s'élève à peu près à 2 millions d'euros, financé pour pratiquement 70% par des fonds structurels européens. Dans un registre plus léger, offrons-nous à présent une balade au Memorial Act en Guadeloupe. Le célèbre musée propose une exposition dédiée à Édouard Glissant, exposition enrichie par des pièces rares de la collection du poète et philosophe acquise par la région Guadeloupe. Présentation d'Anne-Elisabeth Artsen. Ces œuvres sont issues du complément de la collection personnelle d'Édouard Glissant, acquise par la région Guadeloupe. Elles sont disponibles depuis quelques jours, après plusieurs mois de restauration à Paris. Toutes les œuvres qui sont exposées font partie de la collection personnelle d'Édouard Glissant, c'est-à-dire des œuvres qu'il a collectées, qu'il a amassées au cours de sa vie, au cours des interactions qu'il a eues avec divers artistes plasticiens de son temps, depuis peut-être les années 50, 60, 70, 80, 90 même. Et donc c'est des œuvres qui étaient chez lui, dans son appartement parisien, et qui disent beaucoup de sa biographie personnelle. Désormais, 30 des 115 œuvres de la collection sont visibles dans cette exposition. De nouveaux éléments pour permettre aux visiteurs de rentrer un peu plus dans l'univers d'Édouard Glissant. On peut voir à travers les œuvres toutes les relations qu'il a eues avec des artistes, parce que bon, en fait, il s'agit d'échanges amicaux, c'est-à-dire que bien souvent, il a écrit pour le catalogue, par exemple, d'un de ses auteurs, où ils ont échangé un poème. Bref, c'est toute une époque. Et c'est parce qu'ils sont en même temps le grand artiste du XXe siècle, du Mata, du Cardenas, Wilfrid Lam, enfin bref, beaucoup de plasticiens très, très connus. Pour clôturer cette exposition, un colloque consacré à Édouard Glissant et Gabriel Garcia Marquez aura lieu le 26 et 27 avril prochain. Après cet événement, l'ensemble de la collection personnelle d'Édouard Glissant devrait intégrer l'exposition permanente du Memorial Act. Clôturons ce journal sur une note gourmande. À quelques jours des célébrations pascales, les préparations vont bon train au pont du Larivot. Les pêcheurs font le plein afin de donner satisfaction à nos cuisinières. Alors, quels seront les poissons incontournables de nos bouillons d'Awara? Les réponses dans ce sujet, Taïodélé Germain. Sur les rives limoneuses de la rivière de Cayenne se niche le poisson-chat, une cachette de laquelle il est débusqué par ses pêcheurs. Celui-ci de 15 cm de long sera relâché, car trop petit pour le bouillon d'Awara. Quand c'est trop petit comme ça, ce n'est pas bien pour le manger, quoi. Il n'y a pas assez de chair. Ce qui est mâchoire en blanc, passoni, koumant, c'est pour faire boucaner, pour Pâques, pour le bouillon d'Awara. Enfin vient le poisson-chat au profil idéal, presque 1 mètre du museau à la queue, 10 à 15 kilos, féroce, avec pour seule défense ses nageoires acérées. Ah, ce sont ses défenses, Si on se fait piquer par ses défenses, c'est l'hôpital direct là. Ah oui, c'est venimeux C'est douloureux et c'est aussi venimeux, oui. Avant de le mettre dans le sac, on est obligé de couper ses défenses. Aujourd'hui, seule une dizaine de pêcheurs ont tendu leur ligne sur les eaux boueuses de la rivière de Cayenne. Les week-ends ont marée basse, plusieurs dizaines d'entre eux patientent le temps d'appâter le poisson rare. Si René Claude et Fabrice sont des habitués, Quentin, lui, en est à sa 2e expérience sur le pont du Larivot. Et la proximité du passage des voitures le laisse de marbre. On fait attention, ça reste dangereux, mais on a une protection par le trottoir. Cette voie est interdite aux piétons pour des raisons de sécurité.
Mais ces passionnés tiennent à leur filon de poisson-chat, passion et déterminés. Il n'y a pas d'autre endroit pour mieux pêcher que ici. Parce qu'ici, on attrape de grandes prises, quoi. De grosses prises. Avant de refermer ce journal, rappel des principaux titres de ce 21 mars. Le cheminement de l'or illégal saisi en Guyane, alors que les prises annuelles de la douane avoisinent les 5 kilos par an. Une saisie de 8 kilos a défrayé la chronique. Mais quelle suite a été donnée à cette affaire? Les réponses ont été dévoilées dans votre journal. Il y a un an, la Guyane entrait de plein pied dans le plus grand mouvement de contestation qu'elle ait connu. Acteur clé du blocage, la société Endel, qui a concouru à maintenir la fusée au sol. Quel bilan dresse-t-elle 12 mois plus tard? Elle s'est confiée. Enfin, nous avons été à la rencontre de nos pêcheurs qui se préparent activement à garnir nos bouillons d'awara. Quels seront les poissons d'avril qui feront frémir nos papilles? Nous les avons découverts dans cette édition. C'était le journal de la rédaction. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Même heure, même chaîne. Excellente soirée sur RTV Guyane. I wish you a very pleasant evening.